Et salut à tous, bienvenue sur FalcalterDFR. Avant de commencer cette vidéo, voilà, j'avais envie de vous passer quelques petits messages qui me semblent importants. Je pense que vous l'avez remarqué depuis quelques semaines, il n'y a pas beaucoup de contenu altered sur la chaîne. Forcément, déjà de 1, parce que j'ai beaucoup moins le temps de faire du contenu sur la chaîne. Pour le coup, j'ai du mal à trouver le temps de me poser et de faire du contenu. De 2, je joue beaucoup moins à altered en ce moment. Donc forcément, vu que j'y joue moins, j'ai moins de contenu à vous proposer. En fait, pour moi, c'est pas logique de me forcer à jouer au jeu pour vous proposer du contenu. Donc voilà, juste voilà, je joue un peu moins alterne en ce moment. C'est pas bien grave en vrai, hein, je joue à d'autres jeux, mais ça veut pas dire que je vais totalement arrêter de jouer alterne. Je vais y rejouer bien entendu, mais c'est vrai qu'en ce moment, on sent qu'il y a un manque un peu d'élan. Enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, sur Amiens, on n'a aucune boutique pour l'instant qui propose des petits tournois, et là actuellement, on n'a aucun gros tournoi majeur de proposer niveau national sur Altered, ou en tout cas dans le nord de la France. Donc on sent qu'il y a un peu moins d'engouement, enfin moi en tout cas je le sens autour de moi. Je pense que c'est peut-être aussi le cas pour vous, peut-être un peu moins dans des villes où il y a beaucoup de boutiques qui organisent des events, mais voilà, en tout cas moi il y a moins d'engouement de mon côté d'un point de vue local, et ça se ressent. Après voilà, j'arrête clairement pas altered, hein, pour le coup, ça c'est clair. D'ailleurs, je vais m'investir, si vous voulez, dans la vie locale d'altered déjà sur Amiens pour essayer de lancer quelque chose, parce que c'est vraiment difficile pour nous de trouver des joueurs. Donc, ah ben, j'ai le chat qui vient s'incruster dans la vidéo. Donc du coup, oui, voilà, je vais me lancer d'un point de vue local, c'est-à-dire qu'avec l'ordre du Nautilus, on va essayer de faire quelque chose qui est un groupe de joueurs, hein, local sur Amiens et en Picardie. On va essayer de faire quelque chose, on a une salle dans laquelle on peut faire des tournois tous les samedis, donc voilà, on va peut-être essayer de lancer un mouvement et puis potentiellement en plus vous proposer des rediffusions de matchs en direct, en live sur Twitch, etc. Et pourquoi pas sur la chaîne YouTube. Donc voilà, je vous prépare quand même des choses, même s'il n'y a pas beaucoup de contenu. Voilà, je vous prépare des choses qui devraient arriver, je pense, début d'année prochaine, pour le coup. Pour cette vidéo, du coup, alors c'était un deck que j'avais créé il y a un petit moment. Le truc, c'est que ne jouant pas beaucoup à Altered en ce moment, je ne suis pas au fait de potentiellement les nouveaux decks qui sont arrivés, de la nouvelle méta, etc. Ce deck, je l'ai présenté en live sur Twitch, et en fait, j'ai fait, je pense, 4 parties. J'ai fait une victoire qui est la première game, et j'ai fait 3 défaites juste après. Et en fait, c'est des défaites totalement débiles, en fait, dans lesquelles je fais énormément de misplays. Et je vais tout simplement pas vous proposer les matchs dans lesquels j'ai fait des défaites, parce que tout simplement c'est pas des défaites qui sont intéressantes à regarder selon moi. C'est-à-dire que aussi bien je vous ai déjà présenté sur la chaîne des défaites, mais qui sont intéressantes à regarder d'un point de vue gameplay. Là, ces défaites-là ne sont aucunement intéressantes à regarder, parce que soit en fait je fais 2 très gros misplays, clairement. Franchement, j'ai fait des misplays, les gars, c'était n'importe quoi. Soit je me fais rouler dessus dès le début, et ce n'est pas du tout intéressant à regarder. Donc là, effectivement, il y aura qu'un seul match à vous présenter sur ce deck, parce que selon moi, c'est le match le plus intéressant. Non pas parce que je gagne, mais parce que le match en lui-même est intéressant, juste pour voir la mécanique du deck, pour le coup. Et je pense qu'il y aura d'autres matchs que je vous proposerai avec ce deck, mais une fois que j'aurai repris mes habitudes sur le jeu, parce que je sens que j'ai perdu des habitudes, clairement. Et puis en plus de ça, reprendre à jouer en live, en répondant au chat, etc. C'est quelque chose que j'ai perdu, hein. J'ai perdu totalement l'habitude. Donc voilà, il y aura qu'une game pour ce deck. Il y aura d'autres games qui viendront par la suite une fois que je me serai réhabitué au jeu. Et en plus de ça, j'ai d'autres decks à vous montrer, etc. Il y a encore plein de contenu que j'ai à vous proposer de toute façon sur Altered, notamment un 1v1 avec Irihama, etc. Donc ça, faut que je l'organise et qu'on le mette ça en place aussi, bien entendu, ensemble. Et enfin, troisième chose, je vais certainement officialiser le format bifaction sur Altered sans carte unique. Donc en fait, c'est un format qu'on avait proposé avec Caleb sur nos chaînes Twitch respectives, qui permettait de jouer à Altered avec 2 factions dans son deck et sans carte unique. Je vois pour officialiser ça avec Ludo Trotter, donc j'ai discuté avec Brian, pour l'instant il n'y a rien d'officiel, mais on est en train de voir potentiellement pour le proposer lors de prochains événements. Donc pour moi ce
serait un format qui serait plutôt cool parce que ça offre de nouveaux horizons en termes de deck building, et en plus de ça, pas besoin d'investir dans des uniques, tout simplement. Vous pouvez être compétitif sans investir 100 ou 150 balles dans une unique, donc c'est l'avantage aussi de ce format. Je vais le tester moi sur Amiens niveau local, ensuite il faudra que je fasse un retour à Brian, et ensuite Brian va voir de son côté s'il y a moyen de faire quelque chose. En tout cas l'idée avait l'air de lui plaire, donc on va voir pour officialiser la chose, je pense, l'année prochaine, et officialiser le format qui devrait être un format, je pense, plutôt agréable à jouer. Donc voilà pour les petits messages que j'avais à vous faire avant cette petite vidéo. Ça va être très difficile pour moi de proposer beaucoup plus de contenu en décembre, vraiment je vais vraiment pas avoir le temps, notamment un événement là qui va avoir lieu, qui va faire en sorte que je ferai très peu de contenu fin d'année. Je reprendrai sûrement, si je peux vous en faire, je vous en ferai, sinon je prendrai en janvier, c'est sûr. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo, et le chat qui s'incruste encore. Je vous souhaite une bonne vidéo, et je vous dis à très vite. Et salut YouTube, bienvenue sur FalcalterDFR. Aujourd'hui, voilà, on va présenter un petit deck Rin et Orchid. Alors c'est un deck mid, bien entendu, pour ceux qui ne le savent pas, de temps en temps on fait des petits lives sur Twitch, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne Twitch dans la description. Là par exemple on est sur Twitch et on enregistre cette vidéo. Du coup on est parti pour présenter ce deck Rin. Un peu Rin mid, c'est du Rin mid en fait, ça fait un petit peu tout, qui est quand même pas mal axé sur le ravitaillement et sur le fait de pouvoir ancrer des cartes, avoir des effets depuis la réserve qui sont plutôt sympas. J'ai fait avec ce que j'avais, j'ai des uniques qui sont pas dégueulasses, qui rentrent bien dans le deck. Donc voilà, on est parti pour ce deck Rin mid, avec la première carte qui est Cernunnos en rare en 2 exemplaires. Pourquoi? Parce que c'est des bonnes stats, c'est du 4-4-4 pour 3, on aime bien, c'est un bon body, et surtout ça coûte moins de 3, et on va pouvoir du coup facilement aller l'ancrer avec des cartes qui vont se trouver dans la réserve qu'on aura ravitaillée ou autre. Je pense notamment aux 3 Soigneuse Mouna qu'on a en commun, qui est un bon après-vous, qui est moins bon que dans Teja forcément parce que ça ne prend pas de boost ici. Ici la Soigneuse Mouna elle est très situationnelle, elle sert principalement à se retrouver en réserve bien entendu pour pouvoir ancrer des cartes en les défaussant depuis la réserve, soit grâce à l'effet de Rin, soit grâce aux cartes qu'on va ravitailler. Alors bien entendu Rin, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette Rin, elle dit que lorsqu'une de vos expéditions avance grâce à la plante, vous piochez une carte, puis vous mettez une carte de votre main en réserve. Donc voilà, on va essayer en fait de mettre ces Soigneuses Mouna de notre main en réserve, si on les a en main, ou alors d'aller les ravitailler pour immédiatement aller ancrer un personnage. Alors, à savoir que Rin et Orchid vous fait piocher, en fait, fait son effet si, par exemple, en fait, à partir du moment où vous avez le biome plante sur lequel vous jouez, et que vous gagnez sur ce biome plante, même si ce n'est pas la valeur sur laquelle vous avez le plus de force, entre guillemets, le plus de puissance grâce à votre personnage, et bien vu que vous gagnez sur ce biome plante, vous avancez quand même. Par exemple, je dis une bêtise, vous avez un élémentaire de Kélon 1-3-3, vous jouez sur la plante et sur la terre, ben c'est pas parce que vous avez plus de force en terre que vous avancerez, que vous ne ferez pas l'effet de Rin en fait. Si vous n'avez pas d'opposition en face, que l'adversaire en face il ne met pas de carte, et que vous gagnez aussi bien en plante qu'en terre, vu que vous avez gagné en plante, même si vous avez plus de force en terre, vous faites quand même l'effet de Rin, et vous piochez, et vous mettez une carte de votre main en réserve. Donc voilà, pour Rin et Orchid, donc en fait, ce qui est cool avec ça, c'est que ça va nous permettre de gagner un petit peu de card advantage, un petit peu, hein, bien entendu, et on va essayer de rentabiliser les cartes qu'on va mettre de notre main en réserve, en faisant en sorte que ça crée de la présence sur le board. Donc voilà, ce Cernunnos qu'on va vouloir venir ancrer, cette Soigneuse Mouna du coup qui se met de la main en réserve pour aller ancrer des personnages depuis la réserve. Dans le même esprit, on a le Druide Mouna en commun en 3 exemplaires, hein, bien entendu, qui a le même effet. Donc déjà c'est plutôt un bon body depuis la réserve, pour le coup, une 3-2-2 pour 2 jouer de la réserve, c'est pas dégueulasse. On va souvent soit le jouer de la réserve, soit le mettre de la main en réserve ou le ravitailler pour pouvoir faire son effet de soutien. Après une 3-2-2 pour 3 de la main, bon ça peut ne pas être dégueu, c'est quand même un peu plus cher, c'est quand même un peu plus situationnel, mais voilà, il est surtout là pour l'effet de soutien qui va nous permettre d'ancrer depuis la réserve. Et avec ça, on a un petit Mougli en rare one-off tout simplement parce que voilà, l'effet de soutien depuis la réserve qui permet d'ancrer, et si jamais en fonction de la situation, depuis la réserve c'est une 3 de stats en plante pour 1, ce qui est pas dégueu.
Pour le coup, même pour 2, ça peut se mettre en fonction de la situation. Si vous jouez tous les deux sur le monobiome plante, bon bah voilà, c'est 3 de force pour 2. Mais vraiment, on va chercher à le jouer de la réserve pour son 1 ou pour ancrer. Et j'ai calé un Kodama en rare. Kodama, voilà, tout simplement, hein, pour des bonnes stats, jouer de la réserve. Jouer de la main, il va être endormi, donc on va vraiment éviter de le jouer de la main, sauf encore une fois, situation qui le nécessite. Ça peut être très bien pour ce setup, pour le tour d'après. Mais ce Kodama, voilà, qui jouer de la réserve est une 3-3-3 pour 2, qui est vraiment plutôt pas dégueu. Et en plus de ça, en rare, il nous permet de réancrer une carte, ou d'ancrer une carte, en le défaussant depuis la réserve. Sinon, à côté de ça, j'ai 2 Kodama en commun qui n'ont pas l'effet de soutien depuis la réserve pour ancrer, mais voilà, qui reste une carte avec de très bonnes stats. Si on le ravitaille pendant notre tour, ou si on le met de notre main en réserve, ben voilà, c'est des bonnes stats à sortir tout simplement. Autour de ça, j'ai 2 Isunboshi en rare. 2 Isunboshi en rare, pourquoi? Parce que ça fait un bon tour 1, un tour 1 pas dégueu à jouer de la main, pour le coup. Et le deck manque un peu de bon tour 1, donc voilà, je me suis dit que c'était plutôt pas bête. Et en fait, jouer de la réserve, bah, soit on sort de la réserve et on le booste lui, et dans ce cas-là, ça devient une 1-1-3, donc un peu les stats d'une Dame du Lac chez Izmir. Donc ce qui est pas dégueu si vous jouez sur le biome flotte. Soit il peut aller cibler un autre personnage, potentiellement un personnage qu'on va ancrer pour lui faire gagner un boost, ce qui peut ne pas être dégueu également. Et en plus de ça, il a un effet de soutien depuis la réserve qui dit que le prochain personnage que vous jouez ce tour gagne un boost. Donc en fait, il va facilement se défausser pour aller booster une carte qu'on viendrait ancrer derrière, ou alors on peut sortir de la réserve pour aller booster une carte qui est déjà ancrée. Bref, ce Isunboshi qui, jouer de la main ou de la réserve, a un intérêt, donc c'est pour ça qu'il est placé dans ce deck, juste en 2 exemplaires. Encore une fois, la version de... Enfin, cette decklist là, elle n'est pas parfaite, il y a forcément peut-être des ajustements à faire, c'est pour ça que je vous la propose, n'hésitez pas à la tester chez vous et à refaire vos ajustements. L'élémentaire de Kelon en 2 exemplaires, en rare. Pourquoi? Parce que déjà c'est une très très bonne carte, un très très bon tour 2 dans le deck. C'est 1-3-3 de stats pour 2 jeux de la main, 2 jeux de la réserve, donc ça c'est très fort, c'est meilleur que la pionnière Bravos, c'est meilleur que le roi grenouille, enfin voilà, c'est meilleur que ces tours 2 qui sont déjà très très bons. Et en plus de ça, qui a un effet jouer de la main en version rare qui dit vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Donc déjà c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si on n'a pas les cartes de notre main qui sont intéressantes à mettre en réserve, eh bien écoutez, on n'est pas obligé de la jouer. On n'est pas obligé de la mettre en réserve, on peut juste jouer l'élémentaire de Kelon pour son body, ce qui est déjà très très bien. Et en plus de ça, ben voilà, on va pouvoir choisir si on n'avance pas grâce à l'effet de Rin et Orchid, on va pouvoir choisir de se dire bah tiens, ce Kodama que j'ai en main, il m'emmerde en main, je veux pas le jouer pour qu'il soit endormi ce tour-ci. Je vais jouer mon élémentaire, je vais mettre mon Kodama en réserve et je vais jouer mon Kodama de la réserve pour vraiment aller poser du body et essayer d'avancer ce tour-ci. Ça marche avec plein d'autres choses, ça peut marcher avec le Isunboshi pour aller donner un boost à la prochaine carte qu'on joue, ça peut marcher forcément avec les soigneuses et les druides pour jouer l'élémentaire et tout de suite le tour d'après avec la soigneuse ou le druide les défausser depuis la réserve pour aller ancrer une carte qui coûte 3 ou moins, ou ça marche très très bien aussi avec Coppelia qui marche très très bien dans ce deck en 3 exemplaires en rare, version transfuge hein, forcément, qui est une 3-3-0 pour 2 jouets de la main, 2 jouets de la réserve, donc en fait même jouer de la main comme ça, sans faire son effet, c'est déjà de très très bonnes stats pour le coup. Coppelia, c'est un roi grenouille, c'est une pionnière Bravos, c'est une Hathor, jouer de la main, enfin c'est ce genre de stats qu'on aime bien, qui sont pas dégueux pour un tour 2, mais en plus de ça, lorsque je vais en réserve depuis votre main, si vous pouvez me jouer gratuitement, je gagne endormi. C'est-à-dire que vous pouvez setup la Coppelia grâce à l'effet de Rin et Orchid, c'est-à-dire que vous avancez grâce au biome plante, vous jouez votre Coppelia, vous la mettez de votre main en réserve, du coup vous la jouez gratuitement, elle gagne endormi, vous l'avez au prochain tour, votre Coppelia est setup pour le tour d'après, soit vous pouvez effectivement la mettre avec l'élémentaire de Kelon. En tout cas c'est un très bon tour 2, ça pose des plutôt bonnes stats pour le coup. Yggdrasil en 3 exemplaires en commun. Du coup, je me permets de la jouer en commune, cette Yggdrasil, pour libérer des slots de rares pour d'autres cartes, parce que eh bien, on va souvent soit la ravitailler, ou soit la mettre dans la réserve grâce à l'effet de Rin et Orchid. Donc la Yggdrasil en commun qui dit que quand vous la jouez de la main, l'adversaire ciblé pioche une carte. Et en tout cas, c'est du 5-5-3 de stats, je l'ai mis 3 fois, c'est bien vénère, hein, ça calme quand même, ça vient chercher des XP. Il y a des moments où je la joue de la main, parce que je me dis que quoi qu'il se passe, voilà, je prends le risque de la jouer de la main, mais on préfère quand même la mettre en réserve pour bien entendu ne pas faire piocher de cartes à l'adversaire.
Yggdrasil, c'est très très bonne carte. On a forcément 3 Aloe Vera en rare dans ce deck. L'Aloe Vera must have pour le coup, hein, dans tous les decks Moona, j'ai l'impression. Ça permet de s'ancrer en payant 1 de plus, et du coup, à midi, vous ravitaillez, donc vous mettez la première carte de votre réserve, de votre deck dans la réserve. Donc vous la jouez, vous l'ancrez, principalement voilà, on va l'ancrer pour 4. Elle ravitaille derrière une soigneuse Moona, bon bah on va pouvoir la réancrer. Elle ravitaille derrière un druide Moona, le Kodama, le Mowgli, et ben ça se réancre directement. On peut défausser un Isunboshi de la réserve pour placer notre Aloe Vera qui sera ancrée, et du coup avoir une Aloe Vera plus grosse, plus forte. Et vous allez voir qu'il y a d'autres choses aussi qu'on peut ravitailler. Si ça ravitaille du Kodama, bah écoutez, c'est des très très bonnes stats, jouer de la réserve. Si ça ravitaille une fille Yggdrasil, c'est des très bonnes stats, jouer de la réserve sans faire piocher l'adversaire. Mais ça peut aussi ravitailler d'autres choses qu'on va voir dans le deck, tout simplement. Donc ça c'est la base de cartes sans unique que j'ai choisi de mettre dans le deck. Il y a 3 uniques que je vais vous montrer à la fin. Je vais vous présenter quand même les sorts dans un premier temps. Dans les sorts, j'ai mis 3 récoltés en commun. Alors pourquoi pas les mettre en rare? Parce que je pense que je préfère garder les slots de rare pour d'autres cartes. Après, encore une fois, ça peut se tenter en rare, peut-être ajouter plus de cartes qui ont des effets de la réserve, qui permettent d'ancrer et du coup jouer des récoltés en rare, ça peut être intéressant. En tout cas, je l'ai mis en commun parce que c'est un bon après vous, jouer de la main. Jouer de la main pour 1, vous ravitaillez, donc vous pouvez aller trouver une solution parmi ces cartes-là, et en plus de ça, ça fait un après-vous, ce qui manque un peu chez Moona à l'heure actuelle, donc c'est plutôt pas dégueu. Ça peut vous débloquer des situations, et si vous le ravitaillez, bah, pour 2, vous pouvez aller chercher une autre solution dans le deck. Donc voilà, en 3 exemplaires, pour moi, en commun, ça suffit amplement. On a 2 sommeils réparateurs, carte très très forte, pas en 3 exemplaires parce qu'on va beaucoup ravitailler, et du coup quand elle vient dans la réserve directement, c'est pas forcément aussi fort que quand vous la jouez une fois de la main, une fois depuis la réserve. Donc en 2 exemplaires, ça vous fait gagner des games. Un abreuvé, le one-off, je pense pas nécessaire d'en mettre 2. Le abreuvé qui peut faire la diff, jouer de la main, mais surtout voilà, si vous le ravitaillez, vous pouvez le jouer pour 1 directement, ça fait gagner 2 boosts pour 1. C'est plutôt ça fait de la value, c'est plutôt fort pour le coup. Donc moi je l'ai mis en one-off parce que je pense que le deck commence peut-être à avoir trop de sorts aussi. Après, à vous de tester chez vous. J'ai mis 2 moissons de mana, forcément parce qu'il faut gérer les cartes adverses, les permanents, les gros tons, les cartes qui nous dérangeraient. Et j'ai mis une éruption de mana one-off en rare, parce que des moments, bah voilà, le souci de moisson de mana, c'est que ça fait ramper l'adversaire. Là, l'éruption de mana, ça donne pas d'avantage à l'adversaire. Nous, ça nous enlève un orbe de mana, mais c'est surtout avoir une carte qui peut gérer l'adversaire pour 2, parce que des moments, bah, ça se joue à ça se joue à 1 de mana. Et cette éruption de mana, voilà, je l'ai calé ici en un exemplaire. Encore une fois, c'est pas quelque chose de définitif. Il y a des versions du deck qui jouent sans l'éruption de mana et qui rajoutent une rare dans les personnages. Je l'ai mis pour tester en vrai. Je l'ai mis pour tester, à voir en fonction de la méta, bien entendu. Et on a 2 fuseaux Bastion Moona qui dit que les personnages que vous contrôlez ont Corias 2. Alors ce fuseau Bastion Moona, il va vous être très utile contre certains match-up, beaucoup moins contre d'autres. Ce qui est fort avec ce deck, c'est qu'on peut plutôt facilement le placer. En général, vous allez souvent avoir des cartes ou des tours où voilà, vous aurez endormi une Coppelia le tour d'avant, plus une carte que vous aurez ancrée grâce à un effet depuis la réserve, et puis en fait, vu que vous avez déjà du board, et ben, c'est le moment pour placer votre Bastion pour les tours d'après, snowball là-dessus, c'est-à-dire que vu que vous profitez du board que vous avez placé au tour précédent, vous calez le Bastion, vous protégez votre board actuel et votre futur board, et en plus de ça, ben voilà, du Izmir, du Sigismar, du Afanas, du Akesha, même du Bravos en vrai, avec des intimidations. Il y a des cartes que vous rendez mortes dès que vous posez cette carte, ou en tous les cas il devra d'abord gérer le Bastion avant de gérer vos créatures. Donc clairement ce Bastion, ça fait la diff. En 2, je pense que c'est juste assez, c'est juste le bon équilibre pour la choper quand vous en avez besoin, et pas que ça vous fasse des mains briques, ou que ça vous ravitaille des Bastions alors que vous n'en avez pas besoin. Pour les uniques, je vais vous montrer les 3 uniques que j'ai. Dans l'esprit du deck, des uniques qui sont bonnes, d'ailleurs des uniques qui sont bonnes dans tous les decks Moona, c'est des uniques qui vont ravitailler.
en effet flèche si vous pouvez, quitte à ce que ce soit des uniques, autant qu'elle ravitaille en effet flèche, c'est plutôt bien, ou des uniques qui vont ancrer, hein, tout ce qui est fait ancrer dès qu'un perso rejoint, machin, etc., ou même des uniques qui ancrent comme ça directement. Moi je vais vous montrer mes uniques, donc j'ai la Kakoba qui est une 3-3-3 pour 4 jouets de la main, 3 jouets de la réserve, qui a un effet flèche qui dit que jusqu'à un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins autre que moi gagne ancré, donc elle fait gagner ancré de la main et de la réserve, ce qui est pas dégueu, surtout pour les stats qu'elle a. Et elle a un effet bonus de la main qui dit que si vous contrôlez 2 plantes ou plus autres que moi, un personnage ciblé gagne 3 boosts. Donc cet effet de la main est beaucoup plus situationnel dans ce genre de deck, beaucoup moins quand on joue Taija. Mais là dans ce deck mid, il y a vraiment pas beaucoup de plantes, je crois que je suis à 9 plantes dans le deck. Donc c'est vraiment situationnel, mais en tout cas voilà, c'est une carte qui vient réancrer et qui peut faire la diff. Les deux cartes vraiment que j'aime bien dans ce deck, qui sont plutôt agréables à jouer, c'est mes deux marchands Muna uniques. Donc on en a un premier qui est une 4-2-2 pour 3 jeux de la main, 3 jeux de la réserve, qui a ravitaillé en effet flèche. Vous le jouez de la main, vous ravitaillez. Vous le jouez de la réserve, vous re-ravitaillez, avec un peu de chance, vous ravitaillez du Isunboshi pour donner du boost, vous ravitaillez du Kodama pour jouer des stats, du Kodama de la Philique Drasil pour jouer des stats depuis la réserve, du Kodama rare de la soigneuse, du druide ou du Mowgli pour ancrer le marchand Muna que vous venez de jouer. Bref, en tout cas vous voyez l'esprit un peu de ce marchand Muna qui est que dès qu'on joue, on gagne une demi-carte, et encore une fois, on va chercher des solutions dans notre deck. Il y a un effet de la main qui dit que si vous contrôlez un repère ou plus, chaque joueur pioche une carte. C'est anecdotique, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, mais voilà, au pire, les deux joueurs piochent, donc c'est pas forcément dérangeant. L'effet de la réserve, je le fais jamais, hein. Celui-là, chaque joueur pioche une carte, à moins vraiment d'être dans une situation où on en a à tout prix besoin. Mais voilà, en général, je fais pas cet effet-là. Et j'ai un deuxième marchand Muna, qui est 3 jouets de la main, 2 jouets de la réserve, qui a 3-2-2 de stats, donc en fait c'est du Baba Yaga, tout simplement, c'est une Baba Yaga, sauf qu'il a un effet flèche qui dit ravitailler. Donc encore une fois, jouer de la main, ça ravitaille, ça va chercher des solutions, ça creuse le deck, et jouer de la réserve, pour 2, c'est des stats qui sont très très bonnes, et en plus de ça, ça ravitaille de nouveau. Si on souhaite, le prochain personnage qu'on joue ce tour peut gagner un boost, si on est sur les derniers tours et que c'est plutôt clutch, ça peut se jouer à un boost. Mais voilà, encore une fois, ces deux marchands Muna qui sont plutôt agréables à jouer dans ce deck, qui permettent d'aller chercher des solutions en termes de ravitaillement. Donc voilà, c'est un deck un peu mid que j'aime bien jouer. Alors c'est pas un deck qui va vous faire gagner des tournois ou qui va vous faire passer top 10 sur BGA, c'est sûr, mais c'est un deck plutôt cool qui a largement du potentiel et qui me fait me dire que cette 2 potentiellement Rin et Orchid peut devenir un perso vénère pour le coup. En termes de statistiques, on est plutôt équilibré, la courbe de mana est vraiment plutôt bonne pour le coup, et en termes de stats, voilà, on est bon, peut-être un petit peu trop de sorts. Ça m'est pas encore arrivé d'avoir des mains briques avec ce deck, mais un peu trop de sorts selon moi. Après, voilà, ça ne m'a pas joué de tour jusqu'ici. Et écoutez, j'espère que le deck vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et on se retrouve tout de suite pour des games sur BGA.